Caroline Dawson, bienvenue sur VH Berries, merci. Merci. Très enchanté de faire ta connaissance, d'autant plus qu'on t'a vu l'an dernier au Salon du Livre pour la promotion du coup de ce livre qui s'appelle Là où je me terre. C'est un roman. Oui, c'est un roman. En fait, c'est une question qui m'est souvent posée parce qu'au départ, les éditrices avaient écrit récit sur la couverture et ça m'avait vraiment... je sais pas, c'est venu me chercher. J'ai dit non, on peut pas écrire récit. C'est pas un récit, c'est un roman. Et donc, quand tu me demandes si c'est un roman, oui, la réponse c'est absolument un roman. Donc, qui est évidemment puisé sur des histoires vraies ou réelles ou d'autofiction, qu'on pourrait dire, mais pas que. C'est ça, parce que tu racontes qu'il y a certains passages du livre où tu préfères appeler ça un roman parce que tu te souviens plus trop des détails et tu veux pas que les gens fassent une fixette sur certains détails. Oui, mais c'est pas juste ça. Je dirais que c'est vraiment une posture littéraire pour moi. Je parle d'individus dont je pense qu'on ne parle jamais en littérature, ou en tout cas au Québec, très rarement. Les immigrants et les immigrantes, c'est souvent des personnages secondaires, les réfugiés aussi. Donc moi, je voulais les inscrire dans la trame narrative collective et en faire des personnages que d'autres peuvent lire, étudier, etc. Donc, quand je parle de ma mère, par exemple, dans le livre, c'est pas juste ma mère, Natalia, c'est ma mère comme idéal type, c'est-à-dire ma mère comme une femme immigrante qui arrive au Québec et dont sa trajectoire est à peu près la même que la trajectoire de la plupart des femmes immigrantes qui arrivent au Québec, ou des femmes réfugiées, en tout cas, qui arrivent au Québec. Donc, c'est plus en ce sens-là que c'est un roman. Donc, c'est pas juste ma petite histoire personnelle, c'est ma petite histoire personnelle comme, je sais pas, une espèce de vérité sociologique. C'est intéressant, Caroline, que tu utilises le mot trajectoire parce que ta trajectoire, elle vient du Chili. Justement, tu as fui un régime dictatorial. Est-ce que tu peux nous en parler du coup du point de départ en fait de toute cette aventure? Ouais, c'est un peu difficile parce que j'étais très jeune, donc j'avais 7 ans. J'avais été à l'école, donc j'ai des souvenirs du Chili, mais pas beaucoup. Aussi, j'aime bien... Souvent, les gens, quand ils parlent des immigrants ou des réfugiés, ils disent « Ah, vous avez dû fuir », comme si ça t'arrivait, puis c'était quelque chose que tu subissais. La dictature, c'est quelque chose qu'on subit, mais le choix de l'exil ou du départ vers un autre pays, ça reste un choix. Et la plupart des Chiliens n'ont pas fait ce choix. Ils sont restés au Chili. Donc, c'est un choix de mes parents. C'est pas quelque chose qu'ils ont subi, l'immigration. C'est vraiment eux qui ont décidé, malgré le fait qu'il y avait beaucoup de facteurs qui les poussaient. Mais c'est un choix. Et je pense que quand ils ont... eux-mêmes, quand ils ont décidé de quitter le Chili, ils m'en ont jamais parlé comme ça, mais je pense qu'il c'était clair dans leur tête que c'était un choix et donc de ne pas revenir, c'était pas on va attendre que la situation se règle parce qu'on subit cet exil et donc on va revenir dès que ça se règle. La dictature au Chili, elle a été... elle s'est terminée en 1989, puis on est en 2021, puis on est encore ici, donc... oui. Donc, en ce sens-là, je dirais, est-ce que je peux te parler du Chili? Oui, un peu, mais pas tant. Tu sais, j'ai été à l'école, mais j'étais une enfant, donc vivre une enfance sous une dictature, la petite enfance, on n'est pas trop conscient de ce qui arrive. Évidemment, tu sais, le matin à l'école, il fallait faire le salut au drapeau, puis avec la main sur le cœur, puis il y avait des militaires dans les rues, puis tu sais, il y a toutes sortes de trucs. Mais ce dont je me souviens davantage, c'est de l'avocatier devant chez moi, c'est des jeux avec mon chien, c'est des histoires que mon grand-père me racontait. C'est pas la dictature en tant que telle. La dictature, c'est plus l'horizon. Hein? Ouais. Avec une certaine épée Damoclès sur les épaules de ta famille, parce que ton père avait créé un syndicat, donc il était un peu visé par le régime. Oui, c'est sûr. Mais ça, quand t'es enfant, t'en es pas trop consciente. On n'en parle pas nécessairement... où il en parlait, mais c'était pas quelque chose... on n'avait pas peur, en tout cas moi, comme enfant, j'avais pas peur pour la vie de mon père. Peut-être que lui, c'est une autre histoire, mais moi, comme enfant, je ne sentais pas ça. Mais je savais qu'on vivait sous une dictature. Je savais, dans ma tête, les flics, c'était des méchants. Hein, puis ça, il n'y avait pas de question là-dessus. Puis, mais c'est... Oui, je dirais que je ne vivais pas apeurée constamment.
Et est-ce que t'as pas peur parce que justement t'étais dans l'ombre un peu de ton grand frère qui était un peu comme un héros, comme j'ai pu le lire. Mais il était beaucoup plus vieux que moi, il avait C'est 14 ans, mais il avait sa vie en même temps, 14 ans, là, il était pas avec sa petite sœur de 7 ans. C'est vrai. Il faisait ses trucs. Mais tu sais, j'ai l'impression souvent que les gens pensent que vivre sous une dictature, je veux dire, c'est horrible, là, c'est sûr, une dictature, c'est toujours terrible, mais la vie continue, tu sais, on va à l'école, les gens font l'amour, font des enfants, élèvent leurs enfants, fêtent les fêtes d'anniversaire, tu sais, mais en horizon, il y a les disparitions, il y a les tortures, il y a tout ça, mais dans la vie quotidienne, la vie continue aussi. Donc, c'est toujours une question avec laquelle j'ai beaucoup de difficultés à répondre quand on me demande c'est comment vivre sous une dictature au Chili. Moi, j'étais une enfant, donc mes parents aussi m'ont donné une enfance au Chili. Donc, les photos que j'ai du Chili, c'est pas des photos de Kalachnikov, là, c'est des photos de fêtes d'anniversaire avec des chapeaux, puis une enfance pauvre, oui, mais une enfance. Une enfance avec des sourires, comme on peut peut-être le voir sur cette couverture oui, du coup. Oui, ça c'était mon grand frère justement qui avait pris la photo. Il était au 2e étage, puis il l'avait pris comme ça. Avec un filtre rajouté, avec des couleurs vives. Oui. Et du coup, tes parents, ils ont choisi un jour assez spécial pour partir. Oui. Le Noël. Ça, je sais pas à quel point ils ont choisi le jour, tu sais, les billets d'avion. Mais oui, donc on est arrivé à Montréal le 25 décembre 1989. Donc j'ai passé la veille de Noël, du 24 au 25, dans l'avion qui nous menait vers notre nouvelle vie. Et du coup, chaque année, le 25 décembre, pour nous, on fête Noël, mais on fête aussi une année de plus au Québec et on trinque habituellement à ça. C'est toujours un beau moment, je dirais, parce que ça nous sort de la fête de Noël, surtout, tu sais, de l'abondance des cadeaux, de la nourriture et tout ça. Et c'est peut-être plus un moment de recueillement où on se dit « Oh, ça fait, tu sais, 30 quelques ans qu'on est ici. Puis après, la vie continue. Après, Noël continue. » Et ce que je trouve vraiment très impressionnant et qui fait aussi un peu peur d'un côté, c'est que quand on arrive avec une famille dans un pays, de toutes petites décisions peuvent changer les décennies qui suivent. Par exemple, le choix de rester au Québec ou de partir dans une autre ville anglophone. Ça change. Je pense que si aujourd'hui tu étais parti par exemple à Ottawa ou Toronto, déjà tu serais pas ici pour en parler, mais tu parlerais peut-être que anglais. Absolument, absolument. Mais ça, c'est pas juste... en immigrant, là, c'est la vie au complet. Moi, mon conjoint, je l'ai rencontré au coin d'une rue à Lisbonne. On s'est croisés, il est venu me parler. Puis bon, maintenant, on a 2 enfants et on habite ici, mais lui, il est suédois. Donc, tu sais, c'est un moment de 30 secondes qui change la destinée. C'est vrai. Mes enfants je l'aurais jamais rencontré, cet homme-là, autrement, tu sais, que si j'avais pas fait ce voyage-là, si j'avais pas été au coin de cette rue-là, je l'ai pas rencontré par ami interposé parce que, tu sais, il y a des gens que tu croises que tu recroises 200 fois, hein? Mais lui, c'était ce moment-là ou jamais. Donc, mais je pensais comme ça toujours dans la vie. Mais oui, tu sais, il y a des décisions qui sont faites, qui sont prises, peut-être pas rapidement, mais qui sont prises sans en connaître à l'avance l'ampleur ou le côté fatalité de la décision. Oui. C'est ça, le Québec, parce que vous aviez entendu dire que les aides étaient plus généreuses. Ouais. Et donc on n'était même pas sûr si c'était vrai. Hein? On s'est dit, paraît-il qu'au Québec, les aides sont plus généreuses pour les familles, donc on va choisir le Québec. Puis on est venu à Montréal. Oui. Arrivé au Ramada. Oui. C'est marrant que quand j'ai entendu ce mot, en fait c'est l'hôtel dans lequel j'ai séjourné en arrivant pour ma quarantaine s'appelle aussi le Ramada. Ah. Un point commun. Un point commun. Oui, ben en fait, ça ressemble, hein, la quarantaine, mais toi, t'avais pas 3 enfants avec toi. Mais le fait de ne pas pouvoir quitter, tu sais, il y a quelque chose d'étouffant là-dedans. Et pour mes parents, ça... sincèrement, encore aujourd'hui, je sais pas comment ils ont fait là, pour passer un certain temps avec 3 enfants d'âge très différents, là, 14, 7 et 4 ans ensemble... dans une petite chambre où on n'avait rien à faire, à part écouter la télévision. Ouais. Et quand je me balade dans les rayons des supermarchés aujourd'hui, j'ai un peu du mal à retrouver le pot de yaourt avec écrit Liberté. Est-ce qu'il existe toujours? Ben oui, il y en a partout. Ah bon? Il y en a partout. Je pense que j'en ai dans le frigo. Ok. Oui. C'est une marque très connue.
Et ce mot liberté, qu'est-ce qu'il représente pour toi? Parce qu'à l'époque, c'était l'un des premiers mots que tu as lus en français. Et avant de le manger, c'était comme quand on fait une prière, on pense très fort à ce mot. Oui, ben c'est le français à la lecture ressemble un peu à l'espagnol, donc évidemment de langue latine. Donc, quand j'ai vu liberté, j'ai bien compris que c'était libertad, c'est donc le mot espagnol liberté aussi. Et c'est quand même un drôle de nom pour un produit comme marque de s'appeler Liberté. Faut vraiment pas se prendre pour, je sais pas, c'est un énorme mot. Donc, j'avais vu le pot de yogourt, mais on n'habitait pas encore chez nous, on habitait chez des amis à mes parents, des connaissances là, que mes parents avaient avant qu'on puisse se relocaliser dans un appartement qui serait à nous. Donc, on était encore dans le... On savait pas si on allait pouvoir rester, on savait pas ce qui allait se passer, on habitait confinés dans un petit appartement à 2 familles. Il y a quelque chose de suffocant, mais on était chez des gens. C'est pas qu'on habitait ensemble, on était chez des gens, donc on était ils étaient nos hôtes, et donc on pouvait pas faire ce qu'on voulait. Mais t'es un enfant, donc peu à peu, puis moi j'étais toujours, puis encore aujourd'hui, très gourmande, et donc j'ai vu le pot de liberté, puis c'était comme, est-ce que je peux faire ce mouvement-là? Et je l'ai fait, puis je me suis fait... pas taper sur les doigts, mais Comment ça? Ben, la petite fille de la maison s'est rendue compte, puis là, elle a eu peur qu'on mange toute notre... En fait, c'est là que je me suis rendu compte que même quand on accueille, évidemment que tu t'empiètes sur la vie des autres aussi. Et donc, c'est comme une remise à ma place où là, je me suis rendu compte, OK, ma place, elle n'est pas claire encore. J'avais oublié, je savais pas que tu l'avais pris en catimini, oui, ce yaourt la nuit. La liberté, elle s'arrache. Ouais. Et j'ai le sentiment que avant de rentrer dans la littérature, dans la lecture, il y a un média qui a joué un grand rôle dans ta vie, Caroline, c'est la télévision. Oui, oui. Quand on est venu, on n'avait pas de livre. Puis je savais lire et écrire, mais à peine. J'avais fait une année de scolarité seulement. Donc, mais la télé, tu sais, dans les années 80-90, c'était partout. Donc, quand on est arrivé à l'hôtel, on a allumé la télévision, puis là, j'ai vu Passe-Partout pour la première fois. Puis ça a été un apaisement réel parce que c'est une émission pour enfants où Marie Ekel, l'actrice qui incarne Passe-Partout, elle parle directement à la caméra et aux enfants. Donc, on voit juste son visage, puis elle dit, genre, ça va aller, puis tu vas être bien. Et donc, la petite fille, moi, même si elle comprenait pas les mots, elle a compris l'empathie, elle a compris. Donc, il y a des figures comme ça qui nous marquent, et moi, ça a été Passe-Partout à ce moment-là, mais plus tard aussi, mes parents travaillaient énormément. Donc, c'est pas que j'ai été élevée par la télé, mais tu sais, pas loin, là, il y a un moment où la télévision était très présente, surtout les matins de fin de semaine, quand mes parents récupéraient le sommeil qu'ils pouvaient. Donc, nous, on se branchait devant la télé, puis on pouvait l'écouter. La télé a toujours été allumée chez mes parents, donc on pouvait l'écouter pendant des heures. Et la télé, souvent, elle est vue un peu de haut par les gens un peu éduqués. Mais pour moi, ça a été vraiment une incursion dans la culture québécoise. Et ça a été la façon... La télé, mais aussi la radio populaire, là, ça a été la façon que j'ai eue d'accéder à la culture, aux mots, à la langue réelle là, qui est parlée, je veux dire, dans les livres, c'est pas la langue orale. Donc, ça a été, réellement la façon de m'intégrer d'une certaine façon, de m'approprier, de réécouter les mêmes émissions 300 fois. Donc, en plus du divertissement qu'elle proposait, ça a été aussi une espèce d'accompagnement vers l'intégration d'une culture, ouais. Et l'intégration d'une culture, elle passe aussi à la télé, puisqu'entre 2 émissions, il y a toujours des publicités. Ouais. Ça t'a plongé dans un monde un peu consumériste, mais je veux dire... Oui, ben évidemment, non, mais tu sais, on habite en Amérique du Nord, hein, c'est partout, là, il y a de la publicité partout, oui. Je veux ce nouveau vélo, tu le disais à tes parents. Ouais. Non, on n'était pas... en tout cas, je pense pas, on n'était pas très... mon petit frère et moi, on était... Et mon grand frère aussi, on était très conscients des limitations économiques de nos parents. Et on les voit, je veux dire, ils travaillaient, c'était pas peu, là. Il y avait 2-3 emplois de jour, de nuit. Ils se séparaient les shifts pour que, tu sais, un puisse dormir pendant que l'autre. Donc, t'arrives pas en train de demander, je veux un nouveau vélo. Dans ce temps-là,
on acceptait ce qu'on avait, je pense. Ouais. Mais ça a été aussi, leur ascension économique, elle a été assez rapide également. Je veux dire, dans les faits, quand je le regarde maintenant, à l'époque, peut-être je m'en rendais pas compte, mais ouais, leur ascension économique a été assez rapide parce qu'ils travaillaient notamment là, comme des forcenés. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents précisément? 1001 emplois, là, 1001 petits métiers. Au début, ce qu'ils trouvaient. Je pense que le premier emploi de ma mère, elle lavait la vaisselle dans un bar la nuit. C'était quelque chose de vraiment... ensuite, déménage beaucoup dans les hôtels, dans les banques, chez les particuliers. Donc 1001 petits emplois. Mon père aidait dans une compagnie. Quand il est rentré dans une certaine compagnie d'immobilier, au début, il déplaçait des choses, il amenait des outils, puis peu à peu, il a monté les échelons dans cette compagnie-là. Puis aujourd'hui, il va... Même s'il il aurait pu prendre sa retraite, il aime son emploi, puis il va travailler en veston-cravate, puis il engage des gens. Et donc, tu sais, c'est vraiment monter l'échelle sociale. Ouais. Ce qui m'intéresse vraiment, Caroline, c'est le pourquoi, à la genèse du coup de ce livre. C'est-à-dire que j'ai l'impression que écrire là où je me terre, c'est comme un devoir de mémoire et pour rendre honneur justement à tes parents qui ont fait ce choix qui a été difficile. Oui, mais rendre honneur à mes parents, je pense que c'est plus dans notre situation, si on est heureux ou pas d'être ici, si on a des bonnes situations professionnelles, c'est plus ça qui leur plaît. C'était moins un hommage, je dirais que c'est venu pour moi quand j'ai eu ma fille, beaucoup. C'est quoi ça? Excusez-moi. Ça a été à la naissance de ma fille où j'ai un garçon qui est né avant et j'avais toujours dans l'idée d'écrire un livre et bon, etc., mais je le faisais pas. Même si j'avais le temps, je veux dire, j'étais en Suède, j'avais pas d'emploi, j'étais en congé de maternité en fait, mais j'avais juste un enfant. Mais tandis que quand j'ai eu ma fille, c'était un peu le chaos, là. J'avais 2 enfants, mon conjoint travaillait, donc au niveau des conditions, c'était beaucoup plus difficile d'écrire, mais on dirait que c'est venu me chercher de cette volonté qu'ont les enfants de vouloir savoir ce qu'il y a avant eux et de se sentir... Je voulais pas que ma fille soit la dépositaire des... Trauma est peut-être un grand mot, là, mais des séquelles de l'immigration toute sa vie durant. Je dis, il faut couper ce fil-là. Puis la meilleure façon, c'était pour moi de léguer notre histoire. Et de lui léguer de la façon dont je l'ai vécue, c'est-à-dire avec tout ce que ça avait de lumière, mais tout ce que ça avait de noirceur aussi. Donc, c'est pas une histoire d'horreur, mais c'est pas une histoire que de candeur, comme on la raconte souvent, là, des immigrants parce que c'est souvent ça qu'on a l'impression, des immigrants qui arrivent ici, regardez, ils ont monté l'échelle sociale et ils sont rendus profs quand on voit un peu. Mais il y a beaucoup de violence qui accompagne cette ascension ou cette mobilité sociale-là. Une certaine honte aussi. Je voulais pas cacher ça. Donc, je voulais lui léguer tout ça pour pas qu'elle ait besoin de gratter, mais aussi de lui montrer la lumière qu'il y avait là-dedans et surtout de raconter l'immigration d'un point de vue féminin. Pour moi, c'était vraiment important. D'où le choix de la maison d'édition aussi, là, qui est une maison d'édition féministe au Québec, les éditions du Remue-Ménage. Pour moi, c'était vraiment important que les éditrices comprennent cette volonté d'en faire un récit féministe, c'est-à-dire de comprendre que, en tout cas de ce que moi j'ai vu, l'immigration, elle est presque toujours racontée par les hommes, ne serait-ce que parce que souvent, dans leur pays d'origine, ils parlent une des 2 langues quand on vient ici, là, donc soit l'anglais, soit le français. Donc, c'est eux. Des fois, culturellement, ils ont plus la parole aussi. Et dans le cas de mes parents, si on regarde les documents officiels, c'est toujours l'histoire racontée par mon père. Hein. Ce qui n'est pas mauvais, mais c'est son histoire. Et dans les récits d'immigration, je retrouvais beaucoup ça, l'histoire des hommes, alors que j'avais l'impression que c'était ma mère qui avait les vraies petites histoires. Mon père avait l'histoire avec un grand H. Alors voici, en 1973, il y a eu un coup d'État au Chili, les militaires, blablabla, voici ce qui est arrivé. Donc la grande histoire avec tambour et trompette.
Et ma mère, elle, c'était plus elle écrivait des lettres à sa mère, à sa sœur, ou plus tard, elle parlait au téléphone, elle lui racontait, là, les enfants, ils sont rendus là, ils font ci. Et ça aussi, c'est l'histoire d'une immigration. Et pourtant, ça se perdait parce que c'était beaucoup à l'oral, parce que c'était dans le domaine domestique. Et donc, je voulais essayer de mettre ça aussi dans un livre pour montrer que l'immigration, elle est beaucoup portée par les femmes aussi. Donc, c'est intéressant que tu fasses le lien avec le féminisme. C'est quelque chose dont j'aurais pas forcément pensé. Et c'est vrai que du coup, tu penses que ton père a été plutôt focalisé sur les grandes lignes, alors que ta mère se souvenait avec un peu plus d'émotion des petites histoires entre les lignes. Oh non, parce que mon père, c'est avec beaucoup d'émotion aussi. Là, quand on parle des grandes lignes, c'est vraiment avec tambour et trompette. Là, quand on parle d'une dictature et on a fui la dictature, on avait peur et tatata. Je veux dire, c'est très émotif aussi. Là. Mais c'est pas que ma mère se souvenait des petites lignes, c'est que ma mère, ce qu'elle racontait à ma grand-mère, c'était pas voici les événements historiques, c'est voici ce qui arrive à notre famille. Notre vie. Oui, mais l'immigration, l'intégration, en tout cas d'une enfance immigrante, c'est ça. C'est pas, je veux dire, on est touché constamment par les grandes décisions politiques, c'est sûr. Hein. Nous, on a pu rentrer au Québec parce qu'il y a eu une époque où on acceptait beaucoup de réfugiés. Les portes se sont peu à peu refermées après. Hein. Mais donc, si on était arrivé 10 ans plus tard, on n'aurait peut-être pas pu. Hein. Donc, on est toujours touchés par les décisions politiques. C'est des décisions qui nous touchent dans nos corps et dans nos vies. Mais en dehors de ça, il y a aussi la vie de tous les jours, la vie quotidienne, et l'intégration, elle passe beaucoup par ça. Et surtout quand on est un enfant, je dirais peut-être, non? Donc, je voulais un peu raconter ça, ouais. Et je trouvais que l'histoire de ma mère, elle était invisible ou à tout le moins silencieuse, ouais. Gardée dans la sphère familiale. L'intégration peut prendre du temps, et c'est ce que j'ai ressenti dans cet ouvrage, c'est que dans ce roman, c'est que l'ennui, le temps où tu, par exemple, ne fais rien, où tu réfléchis, où tu fais de l'introspection, ça c'est l'une des pierres angulaires de ton arrivée. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire que le moment où tu réfléchis, où tu es un peu seul, où tu prends du temps pour toi, c'est quelque chose qui t'a forgé, c'est quelque chose qui... C'est drôle que tu dis ça parce que Oui. moi, dans mon enfance, j'ai l'impression que j'étais jamais seule. Ah bon? Ben, déjà, Oui. on était dans des micro-appartements, là, c'était tout petit, on était 5, il y avait toujours de la musique, la télé ouverte. Mon frère était... c'est une famille latino-américaine, même si on est juste 5, on dirait qu'on est 12. Et c'était petit. Les appartements étaient minuscules. Peu à peu, ils ont grandi, les appartements. On a changé souvent de lieu, de résidence. Mais avant que j'aie, je dirais, 10 ans, non, j'étais jamais seule. D'accord. Donc, peut-être dans ma tête un peu, là, mais pas non, j'étais jamais seule. Donc, je sais pas, l'introspection, elle peut se faire aussi quand même... j'ai pas eu ma chambre seule, même avant un certain temps. Tu sais, il y a beaucoup de choses, là, Non, je pense c'est dans l'observation beaucoup, puis c'est dans le partage, c'est dans la comparaison, ouais. Parce que je repense au fait que tu aies par exemple revisionné 200 fois le même épisode de Passepartout. Donc, ah oui, mais ça, je pouvais le faire avec mon frère. La télé était toujours là. Le Passepartout, ça passait 2 fois par jour. Hein. Donc ça t'ennuyait pas du tout? Non. Okay. non, au contraire. Et est-ce que t'appréhendes le moment où tes enfants, ta fille justement, va lire oh non, là où je me terre? Ça lui est dédié, le livre. J'appréhende pas du tout. Okay. J'ai très hâte qu'ils le lisent, les petits... Est-ce que c'est... Bérénice. Bérénice? Oui, c'est ma fille. À ma reine, Bérénice. Oui. Okay. Oui, c'est ma petite fille. Mais ça sera pas tout de suite, là. Elle a pas encore 4 ans, donc ça va venir éventuellement. Mais mon garçon, lui, il est un peu plus intéressé, mais il a 8 ans, donc je pense pas que ce soit encore... il soit apte à lire ça. Je pense pas que ça l'intéresse outre mesure pour l'instant, mais ça fait pas si longtemps qu'il a compris non plus, parce que lui, il vient d'un autre milieu totalement que moi. Je veux dire,
Si on regarde ses coordonnées sociales, son père est médecin, sa mère est prof, lui, il vient d'une famille aisée, il a 2 passeports, le passeport canadien, le passeport de l'Union européenne suédois, sa vie va très bien. Donc, souvent, il y avait de la difficulté à comprendre, il me posait quelques questions. Quand tu étais petite, je me souviens une fois, il m'avait demandé « Pourquoi tu viens pas faire du ski alpin avec papa et moi? » Puis là, j'ai dit « Mais je sais pas faire du ski alpin. » Puis il était comme « Ah! T'as jamais appris? » Je me dis, non. Il dit, pourquoi? Je dis, déjà, je suis arrivée ici à 7 ans. C'est ça. Mes parents, ils savaient pas faire de ski alpin. Ça coûte super cher, faire du ski alpin. Déjà, il faut aller en voiture. Nous, on n'a pas eu une voiture avant que j'aille, je pense, 11 ans. Donc, tu sais, il y a 1 million de petites raisons. Il a dit, mais t'étais pas pauvre quand t'étais petite? Je dis, ben oui, on était pauvres. Mais pas pauvre. Je dis, pas mal pauvre. Tu sais? Puis là, il dit, t'avais rien à manger? Je dis, non, on a toujours eu de quoi. Donc, il y a ce questionnement-là qui est là, et donc, ça fait peu de temps qu'il comprend que je viens pas du même milieu que lui, contrairement à son père qui vient du même milieu que mon fils. Oui. Tu viens de mentionner, par exemple, le terme milieu social. Ouais. C'est un terme qu'on étudie en sociologie, et la sociologie, c'est un domaine que tu enseignes actuellement au cégep, et j'ai l'impression qu'on peut tracer une ligne droite entre justement le fait d'immigrer, de venir et d'observer tous ces phénomènes sociaux au fait de vouloir les transmettre. Je pense que il y a beaucoup de transfuges chez les sociologues, de gens soit qui ont immigré ou qui ont changé de classe sociale, parce que je pense que cette posture-là te permet de voir à quel point les déterminants sociaux sont forts et que quand toi, tu t'en sors, c'est presque un petit miracle. Hein? Donc, je pense, sincèrement, chez les sociologues, j'ai pas fait d'études là-dessus, mais je pense que chez les sociologues, il y en a beaucoup, puis il y a cette espèce de volonté-là de comprendre, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a tellement de déterminants ou de déterminisme qui nous gardent à notre place. Et quand j'étais petite, évidemment, je n'étais pas sociologue, je ne savais même pas c'était quoi la sociologie, mais la première fois que je suis rentrée dans un cours de sociologie, pour moi, ça a été une espèce d'épiphanie, vraiment. C'est la première fois où je me suis dit, oh, mon Dieu, on dirait que quelqu'un me parle ma langue maternelle, dans le sens où les concepts qui étaient utilisés, la façon dont était expliquée la réalité, je me suis dit, mais c'est comme ça que je comprends le monde, c'est comme ça que je veux le comprendre. Ça, c'est en moi depuis tout le temps. Donc, la sociologie, ça a été un coup de foudre, vraiment, un coup de foudre, qui s'est jamais démenti. J'adore encore ça. C'est pas... enseigner la sociologie, pour moi, c'est pas juste un gagne-pain. C'est vraiment... C'est là où je me sens le mieux, c'est là où je me sens le plus à l'aise. Ouais. C'est ça. C'est que tous les êtres humains, avant même de s'en rendre compte, à chaque interaction sociale, la sociologie est omniprésente. Je suis sûre de comprendre. C'est-à-dire que à chaque interaction, on vient tous de milieux différents, et à chaque fois qu'on interagit entre deux êtres sociaux, c'est de la sociologie. C'est parce qu'on est tous connectés d'une certaine manière. Oui. Ça. Ben, il y a Hannah Arendt là, qui dit « Il n'y a pas de vie humaine, même celle de l'ermite, qui ne témoigne de la présence de d'autres êtres humains. » On est tous redevables les uns aux autres de la façon de se comporter, de se sentir, de réagir, de ressentir les choses aussi. Donc ça m'a toujours émue et beaucoup parlé à la fois. Donc, oui. Et devant tes élèves, dans une classe de cégep par exemple, comment tu arrives à transmettre et avec émotion du coup, par exemple ces concepts de transfuge de classe, de sociologie? Mais c'est pas difficile à l'âge qu'ils ont. Je pense que c'est le plus bel âge où ils sont très avides de connaissances. Ils ont... Je pense, je sais pas si je me trompe en disant ça, mais j'ai l'impression que c'est un des derniers moments de la vie où on est très ouvert à accepter d'autres façons de voir le monde aussi. On dirait qu'à passer un certain âge, qui est pas très vieux, là, dans la vingtaine, les gens, on dirait qu'ils décident de comment fonctionne le monde, puis ils stick to it. Ça devient une espèce de conception qu'on garde en nous, puis qu'on cherche ensuite à l'approuver sans cesse. Évidemment, je caricature, mais cet âge-là, entre 17 et 19 ans, on dirait que c'est un âge où il y a eu vraiment une curiosité, une avidité pour dire « OK, explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les choses sont comme ça? »
Et donc, en enseignant la sociologie, moi, ça me permet de leur dire, il y a des événements ou des éléments ou des forces sociales, puis on peut les expliquer pourquoi c'est comme ça et pas autrement. Hein? Et ça, c'est fascinant, évidemment. Et je leur dis toujours, moi, ça se peut que vous n'aimiez pas ma personnalité, mais la sociologie, je crois pas que vous n'aimerez pas ça. Il y a quelque chose de passionnant dans la sociologie. Ouais. Vous êtes obligé d'aimer la sociologie. Non, évidemment qu'ils ne sont pas obligés, mais pourquoi ils l'aimeraient pas ça? Ouais. Donc, est-ce que tu entreprends à l'avenir de poursuivre cette aventure dans la littérature? Parce que Là où je me terre, c'est ton premier roman. Ouais, faut le souligner, c'est quand même assez incroyable. C'est ton premier roman. Oui, c'est mon premier roman, mais le prochain livre, c'est pas un roman. Qui s'en vient un jour, mais qui a déjà été accepté par l'éditeur et qui parle d'autres choses. Mais j'ai entamé l'écriture de ce deuxième livre-là avant que Là où je me terre soit sorti. En fait, j'avais terminé l'écriture de ce livre-là avant que Là où je me terre sorte. Donc, ça me plaît beaucoup parce qu'avec le succès relatif que connaît Là où je me terre, je pense que j'aurais eu vraiment beaucoup de pression et j'aurais pas été capable d'écrire tout de suite, tandis que là, il était déjà écrit, il avait été déjà accepté, donc il va arriver sans que j'ai eu tout ça, toute cette aventure-là, lui soit, en tout cas dans ma tête, là, soit relié à l'écriture de ce deuxième livre-là. Ouais. Donc, Caroline, la vraie pression va arriver au troisième livre, là où, du coup, les deux premiers, les deux cartouches sont déjà partis. Et là, tu seras obligé de repartir à partir d'une feuille blanche. Exactement. Mais, tu sais, j'ai commencé à écrire tard dans ma vie. En fait, j'ai toujours écrit, mais j'ai publié tard dans ma vie notamment parce que je suis très heureuse d'enseigner la sociologie. C'est pas un hobby, là. C'est pas un gagne-pain que je fais à côté en attendant de faire mes rêves. C'est ça mon rêve, enseigner la sociologie. D'accord. Donc, il est arrivé tard, mais j'ai toujours écrit. Alors, j'ai beaucoup de trucs dans mes tiroirs, là. J'ai pu en accumuler au fil des années. Donc, ce deuxième livre, est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce qu'il sortira aux mêmes éditions? Non, c'est pas aux mêmes éditions. Pour l'unique raison, je vais être très fidèle à cette maison d'édition-là. J'ai adoré travailler avec des filles de chez Remue Ménage, mais c'est qu'elles ne font pas de poésie. Et c'est un livre de poésie. Ouais. Et je sais pas à quel point je peux en parler encore. Là. Il faudrait que je demande à l'éditeur. Mais oui, c'est écrit. Il y a un titre. Il a passé par une première et une deuxième révision même. Là, donc, ouais. Il est quelque part dans cette pièce. Ouais, plus dans l'ordinateur en ce moment. Donc, c'est un recueil de poésie avec un fil rouge, j'imagine. Oui, il y a un lien très direct, ouais. Est-ce qu'il y a moyen que ce soit les poèmes que tu as écrits durant ton périple d'immigration? Bah non, t'avais 6 ans, c'est vrai. Non. Mais, ok. Non, c'est tout écrit à l'âge adulte. Oui. Est-ce que tu fais lire à ton entourage? Mes seuls lecteurs avant l'éditrice, je dirais que c'est mon frère, qui est aussi écrivain, Nicolas Dawson, qui est éditeur aussi. Et donc, lui, je lui fais souvent lire pour savoir est-ce que c'est publiable. C'est toujours ma question. Est-ce que c'est publiable ou c'est de la merde? C'est dis-moi là. Donc, lui, c'est mon premier lecteur, Nicolas. Et mon conjoint, il lit avant que je publie souvent. Même s'il est suédois, même si pour lui, c'est beaucoup plus difficile de lire en français, mais il y tient. C'est comme son espèce d'engagement ou de support moral. Ouais. Donc, c'est les deux seules personnes qui lisent à l'avance. Sinon, non. C'est pour ça qu'à la fin du livre, dans les remerciements, c'est écrit en suédois. Oui. C'est écrit en suédois parce que Jacob est suédois. Ouais. Et je tenais à le remercier dans sa langue à lui, étant donné que lui s'est tapé tout ce livre-là en français. Ouais. Donc peut-être qu'il y aura un poème dans le recueil qui sera en suédois. Non. Non? Non. Mon niveau du suédois est pas assez bon pour écrire de la poésie. Mais je le parle. C'est une langue que je parle, qu'on parle à la maison aussi. C'est une des 2 langues maternelles de mes enfants. Oui. Et Caroline, j'ai vu que très récemment, tu fais beaucoup lire à ton fils des livres
d'insectes. Mais c'est pas moi qui lui fais lire, c'est lui, c'est sa passion depuis qu'il depuis qu'il est tout petit. Son premier mot c'était maman, après c'est papa et le troisième c'était fourmi. Non, c'est sa passion, okay. C'est lui l'entomologiste. En fait, c'est ce qu'il veut faire dans la vie. Il veut être entomologiste et donc moi je lui fais rien. Je l'oblige à rien là, donc c'est non, c'est sa passion à lui que j'alimente, oui. Mais non, il y a un amour des bestioles là, cet enfant. Oui. Et est-ce que aller dans les bibliothèques, c'est quelque chose que tu aimes toujours faire ou tu as changé un peu ton mode de consommation en littérature? C'est deux questions différentes. J'adore aller dans les bibliothèques. Pour moi, les bibliothèques, c'est un endroit de beaucoup d'émotions. J'y vais tout le temps, avec mes enfants aussi, pour qu'eux aussi, ils aient ce sentiment-là. Je trouve que les bibliothèques, c'est quelque chose ça a quelque chose de profondément démocratique et de très beau. Il y a toutes sortes de gens qui sont extrêmement différents, qui pas nécessairement se rencontrent, mais en tout cas qui se croisent dans le même endroit. Tu sais, t'as des gens, je sais pas, qui viennent chercher un manuel de informatique pour les nuls, à côté de quelqu'un d'autre qui vient chercher un livre de recettes, à côté de quelqu'un d'autre qui vient chercher un livre d'Heidegger. Tu sais, donc, il y a toutes sortes de mondes qui vont se croiser. Et on offre, puis le fait que ce soit gratuit, qu'on offre des espaces de discussion, moi, je trouve ça magnifique, les bibliothèques publiques. Pour moi, ça a changé ma vie, la bibliothèque publique. J'aurais jamais eu cet accès à la lecture sans les bibliothèques publiques. Et donc, j'amène toujours les enfants en disant « Oh, regardez comme c'est beau! » Ils assistent aux activités, souvent, et tout ça. Mais est-ce que mon mode de consommation de livres a changé? Oui, j'emprunte encore à la bibliothèque, mais maintenant que j'ai les moyens, j'achète aussi des livres là, pour soutenir. Ben oui, c'est moins du soutien que de faire vivre le monde du livre. Ils ont besoin aussi, dans les bibliothèques, oui, mais moi, je peux... Puis c'est aussi, financièrement, je suis beaucoup plus choyée que bien des gens. Donc, il faut aussi laisser les livres dans les bibliothèques à ceux et celles qui peuvent moins se le permettre. Quand moi, je peux me permettre d'acheter des livres, je vais le faire, oui. C'est intéressant que tu parles justement du fait de faire vivre cet écosystème parce que de ce que j'ai vu au Québec, il y a un vrai petit écosystème québécois justement avec des prix, des événements. C'est très vivant tout ça. Oui, ben il y a un soutien à la culture relative, là. Mais il y a aussi beaucoup d'artistes et de gens qui travaillent dans le domaine, les libraires aussi qui sont super impliqués dans faire l'espèce de volonté de faire vivre le monde du livre, ouais. Et qui ne tarit pas, je pense, là. Mais tu sais, c'est encore taxé, il y a plein de problèmes, là. Mais oui. Taxé, c'est-à-dire? On paye des taxes quand on achète des livres. Pour toi, ça devrait être... Ben non, on devrait pas payer de taxes quand on achète des livres. Okay. C'est de la connaissance pure, il faut que ça reste, hors des taxes. Non, ben, on paye des livres, mais de taxer, ouais, c'est autre chose, ouais. C'est ça. Ouais. Caroline Dawson, je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup.